Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, nous sommes en direct du lundi au jeudi, ça commence bien, c'est le lundi, le retour. Voilà, sur Sud Radio, on vit pas dans la même France, une émission qui casse les codes, une émission qu'on a fait, voilà, pour que les gens se rencontrent, puissent se parler, puissent échanger, pour mélanger un petit peu tout le monde, voilà, des gens qui ne se parlent jamais. On a décidé pour ça de mettre en face à face un influenceur qui arrive à fédérer des millions de personnes tous les jours sur les réseaux sociaux, ce qui est énorme. On les aime ou on les aime pas, mais en attendant, eux, ils y arrivent. De débattre en face d'un politique ou d'un institutionnel qui ont un peu plus de mal à s'exprimer. On va dire que les Français sont un peu en rupture avec la politique. Donc c'est pour ça qu'on a fait cette émission. Je suis ravie et très fière de ce concept. Très souvent copié en ce moment, hein, Mathias. Alors on a des fans qui nous copient maintenant sur YouTube. Ouais, on a des fans qui nous copient en ce moment sur YouTube. On les embrasse très fort. Mais voilà, mais en tout cas on est fiers parce que ça veut dire que c'est un concept qui marche. C'est la première fois que j'influence quelqu'un, moi. Et on leur souhaite longue vie. Voilà. J'allais faire une vanne. J'ai le droit de faire une vanne ou pas? Oui. Non, mais c'est un peu, c'est rigolo. Dis-moi la vanne, vas-y. Ni comme moque, ça veut dire longue vie. Voilà, comme dans exactement. La vérité si je mens. Non, je rigole, c'était une blague, oh là là. Alors, ce soir, on reçoit pour des... C'était ma blague. Max, il est en PLS. Laisse-moi les vannes et toi fais l'info, t'inquiète. D'accord, ok, ça marche, je suis nulle, ok, j'ai compris. Donc aujourd'hui, ça a été une journée hyper chargée politiquement. Je vous cache pas qu'on voulait parler de l'anonymat sur les réseaux sociaux. On avait prévu ce débat-là avec deux personnes qui pour moi sont hyper légitimes sur le sujet. Et au vu de ce qui s'est passé ce matin, on a changé le sujet. C'est un peu les aléas du direct. Ce soir, on va parler de la France, de la démission du Premier ministre. Sommes-nous en train de devenir la risée du monde, Mathias? Bah ouais, voilà, c'est vraiment la risée du monde. Là, c'est honteux. Ce qui se passe, c'est honteux. Moi, je suis énervé. T'es très énervé. Je suis très remonté. Mais moi, j'ai mieux pour ça. Je veux rendre un hommage ce soir, Magali. À qui? À monsieur Lucas Auchard. C'est Squeezie. Tu connais Squeezie? Oui, bien sûr. Ce week-end, il nous a rappelé la puissance de notre Internet français. Un Internet capable de déplacer les foules, de créer des émotions, de faire vibrer un pays entier. À lui, aux participants, aux artistes, aux créateurs et à tous ceux qui sont dans l'ombre, j'ai envie de dire respect parce que actuellement, c'est le bordel en France. Il n'y a rien qui va, on est dans un climat d'anxiété. Et pendant 48 heures, il a réussi à rassembler tout le monde, à faire kiffer les Français, alors que c'est même pas son rôle de base, c'est plus au gouvernement, etc. Mais c'est tellement le bazar que moi j'ai envie de dire Squeezie président, et merci pour ce que tu as fait ce week-end. Alors tu sais qu'il y a Ilan CTO, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est un influenceur qu'on a reçu ici d'ailleurs sur ce plateau, qui est un influenceur très connu sur les réseaux sociaux, qui m'a nommé ministre de l'économie et des Finances aujourd'hui. Alors c'est Simon Castaldi qui a fait ça. Ah c'est Simon, ouais. Mince, je suis bête, oh là là, c'est Simon Faut Castaldi. un peu que tu connaisses un peu ton catalogue d'influenceurs parce que là... Pourquoi je dis Ilan CTO? C'est vrai, c'est Simon Castaldi. C'est Simon Castaldi, exactement. Bon bref, ce soir, on reçoit pour donc ce débat, est-ce que nous sommes en train de devenir la risée du monde, Laura Mara, influenceuse mode, beauté, fashion artiste. On essaye. Ah là, Laura Mara, je vous dis même pas, c'est quelqu'un. Elle a retravaillé sa direction artistique sur ses réseaux sociaux. C'est devenu un exemple. Tu sais qu'il y a beaucoup d'influenceuses qui, quand elles me parlent de direction artistique, tu sais, un peu de l'esthétique des réseaux sociaux, souvent elles me citent ton nom comme exemple. Ouais, maintenant. ça fait plaisir en tout cas. C'est vrai. Un retour comme ça. Ouais. Voilà, je vous invite à aller vous abonner et à voir le compte de Laura Mara, qui vient de Nice, qui va débattre ce soir avec Geoffroy Didier. Alors Geoffroy Didier, voilà, Laura Mara je l'aime, Geoffroy Didier je l'aime, je vais vous expliquer aussi pourquoi. Alors Geoffroy Didier, c'est un des seuls députés qui m'a reçu pendant mon cyberharcèlement et c'est un des premiers qui a compris que j'étais en train de me faire cyberharceler. Ça a mené à 34 peines de prison, mais c'est un des seuls qui m'a ouvert les portes et on avait fait de longues discussions, etc. Et à l'époque, je peux vous dire que le peu de soutien que j'avais, ça a compté énormément, donc je le remercie en direct. Tu l'as payé combien pour ça? Bah 0. Tu vois, on n'est pas tous des vicieux comme toi, hein, Mathias. Hein. Bon bref, participez avec nous ce soir, intervenez sur les réseaux sociaux. Mathias, qui est votre monsieur réseaux sociaux, qui est vos yeux et vos oreilles, va pouvoir répéter un petit peu tous vos commentaires. Donc on reçoit Laura Mara. Laura, tu es influenceuse, tu t'es fait connaître grâce à la télé-réalité au départ. Oui. Tu es connue pour ton univers mode, beauté, lifestyle. Tu partages avec ta communauté des looks inspirants, des conseils bien-être, des moments de ta vie quotidienne avec une touche de sincérité.
et d'humour, bien loin de la politique, Laura. Oui, bien loin. Complètement déconnectée de la politique, toi. Oui, c'est vrai. C'est vrai que la politique, on en parlait partout, surtout à la télé, etc. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je vois qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc c'est vrai que pour ma part, je déconnecte un petit peu, mais je m'y intéresse forcément parce que ça a un impact sur notre quotidien. Donc voilà. Mais en ce moment, oui. En vue de ce que je sais et ce que je vois, la France, ça va pas très bien. Et du coup, surtout faut au s'y niveau des intéresser. démissions. Oui, et c'est pour ça que c'est venu ce soir, parce que du coup, c'est vrai aussi, c'est un déclic de se dire, ok, je suis déconnectée, mais vu que c'est un peu le bazar, ce serait peut-être le moment qu'on s'y réintéresse tous, parce que sinon, on est foutus, les amis. Exactement, et c'est bien, je trouve, d'être face à un politicien justement, qui nous parle un petit peu avec des mots peut-être vulgarisés, plus simples pour vraiment comprendre en fait. Parce que des fois, je trouve qu'il y a une barrière entre les politiciens et nous, les Français, et du coup je trouve que c'est très sympa comme concept en tout cas. Eh ben merci Laura. Toi, t'es suivie par combien de personnes sur tes réseaux? 230 000 sur Insta, 160 000 sur TikTok et 200 000 sur Snapchat. Donc t'es quasiment un demi-million, quoi. À peu près, oui. Ouais. T'as commencé la télé-réalité quand? Il y a 5 ans. Déjà? Ouais, ça passe vite. J'ai arrêté pendant 2 ans et j'ai repris là cette année. Et tu faisais quoi avant? Alors avant, moi mes études, elles ont aucun rapport entre elles. Moi de base, je voulais toujours être dans l'esthétique, mais c'est vrai qu'il y avait une remarque quand j'étais à l'école d'une fille qui m'avait dit oui, l'esthétique, du coup t'es bête. Okay. Et c'est bête, mais inconsciemment, j'ai voulu faire des études, pas forcément pour elle, mais pour pas me prouver, parce que je savais que j'en avais un petit peu dans la tête. Mais parfois, c'est vrai qu'en vue des mauvais commentaires et les personnes qui parlent pas forcément bien, par exemple des métiers un petit peu plus esthétiques, plus comme on dit avec de la manœuvre, etc., manuelle, c'est vrai que ça a des connotations négatives, alors qu'en vrai on perd du temps, parce que parfois il y en a, ils se lancent dans les études juste par rapport à ce genre de commentaires, alors qu'en vrai ils pourraient perdre moins de temps et plus se focaliser dans un parcours qui leur ressemble plus. Oui, tu veux dire qu'ils t'ont mis dans des cases. En fait, ils ont tout de suite mis les gens dans les cases, etc. Exactement. Et il faut pas se laisser mettre dans des cases. C'est ça que tu veux dire. Alors en 2023, tu avais été épinglé par la DGCCRF suite à des publications sur tes réseaux. Depuis, le métier d'influenceur est encadré par la loi. Est-ce que tu trouves ça bien? Moi, je trouve ça. Ouais. Je tiens à dire que tu as été épinglé comme des dizaines et des dizaines d'influenceurs. Hein. Tu n'es pas la seule. Surtout que toi, t'avais pas. Enfin, c'était pas très. Non, c'était pas très. En fait, j'étais pas au courant qu'il fallait mettre. Qu'il fallait mettre collaboration. Donc, c'est pour prévenir ma communauté, comme quoi, c'était une collaboration soit rémunérée, soit un échange de bons procédés, des invitations, etc. Et c'est vrai que j'étais pas au courant, donc on m'a convoqué, etc. On m'a expliqué ce qu'il fallait faire, et après depuis aujourd'hui, je suis correcte, je mets exactement les mentions. Oui. Mais je trouve que c'est une bonne chose, surtout au niveau par exemple de chirurgie esthétique, etc. Parce que parfois il y a des influenceurs, ils font n'importe quoi, ils partagent des choses qui peuvent être nocives pour les gens en général. Donc je trouve que c'est bien que ce soit encadré aujourd'hui. Oui. Et tu t'es beaucoup engagée d'ailleurs contre la chirurgie esthétique. Hein. Exactement. Je crois que tu avais fait plusieurs plateaux télé. Ouais, parce que moi-même j'ai eu une mauvaise expérience, donc je trouvais ça important de faire de la prévention par rapport à ça. Alors toi, est-ce que tu t'intéresses quand même un peu à la politique ou pas du tout? Est-ce que tu as voté aux dernières présidentielles ou aux législatives? Oui, j'ai voté. Après, j'avoue que je m'y intéresse pas forcément, mais un minimum forcément, parce que ça impacte notre quotidien. Je sais que ma mère, elle suit énormément. Du coup, elle me dit les infos en temps réel. Mais c'est vrai que je trouve ça important qu'on s'y intéresse pour savoir ce qui se passe dans le monde et surtout en France. Après, il y a beaucoup, comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même pas mal une barrière entre la politique et nous les Français. Et parfois, on comprend pas tout. Souvent, on voit des grands discours, mais on voit pas forcément les changements dans nos vies, de tous les jours. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est important. Tu as raison. Magali, je suis obligée de poser la question que je pose à tout le monde à chaque fois. Pas si elle est célibataire ou pas, ça je m'en fous. Combien tu gagnes sur les réseaux? Ah là là. Par mois. Sur les réseaux, en vrai, moi, je suis arrivée, entre guillemets, les placements de produits, ça marche toujours, mais un peu moins qu'au début. Donc moi, je suis arrivée plus ou moins à la fin. Je gagne environ, je donne une fourchette. Ouais. Tu donnes une fourchette? Entre 4 à 7 000 euros. Par mois?
Oui. Ok. En facturation. Hein. En facturation. En facturation. Donc En après, il placement faut de qu'elle produit. enlève ses charges, etc. Uniquement sur les placements de produits. Ouais, voilà. Mathias, c'est tout ce qui l'intéresse, c'est l'oseille, celui-là. Ouais. Alors, et savoir si tu es célibataire. Alors, Ça, à la fin, ça. restez avec nous. On revient tout de suite. Hier à 19h40, Emmanuel Macron a officialisé la nomination du gouvernement dirigé par Sébastien Lecornu, formé d'une alliance fragile entre Renaissance, Horizon et une partie des Républicains. Mais vers 21h, les premières critiques sont tombées, notamment du LR par la voix de Bruno Retailleau, du Parti Socialiste et du Rassemblement National, dénonçant un gouvernement sans cap. Et ce matin, à 9h40, Sébastien Lecornu a présenté sa démission à l'Élysée, moins de 24 heures après la nomination du gouvernement. Revenez, restez avec nous. La crise politique, sommes-nous en train de devenir la risée du monde? Réponse juste après ça, sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Sud Radio, Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h16, nous sommes en direct pour participer à l'émission. Je ne sais pas pourquoi je m'en parle. C'est au 0826 300 300 pour prendre des auditeurs. Magali est en fourrure, donc je vais reprendre l'émission. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Mathias Renner. Alors, ce soir, on est là pour parler de qu'est-ce qui se passe en France. C'est la crise politique. Tu viens de te faire ton rêve, là, toi? Sommes-nous en train de devenir la risée du monde? Magali prendra vos réactions sur les réseaux sociaux. Ce soir, on reçoit Geoffroy Didier, vice-président des Républicains et président de la déléguée de la région Île-de-France. Ouais. Face à lui, Laura Amara, influenceuse. Mais avant tout, on a un auditeur. Et pas n'importe lequel. Non, j'avais une question d'abord à poser à Laura. T'as une question? On Tu revient vois sur l'auditeur après. Je l'adore, mon Mathias. C'est mon Mathias d'amour, ça. Laura, t'as vu que c'est un peu le bazar, là, en France? Le chaos, oui. Ouais, c'est le chaos total. Est-ce que pour toi, Emmanuel Macron, il doit partir ou il doit démissionner ou il reste? En vrai, je suis personne pour dire s'il doit démissionner ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense pas que ce soit la bonne solution, mais en tout cas, peut-être remettre de l'ordre ou voire mettre un souffle nouveau en fait à tout ça pour vraiment écouter les Français aussi. Je pense que c'est hyper important pour prendre des mesures nécessaires pour que ça évolue, quoi. Toi, t'as l'impression là qu'on n'écoute pas les Français? J'ai l'impression qu'on n'écoute ça. pas les Français, que c'est plus concentré sur une question d'ego, plus les conflits, etc. Mais qu'au final, le quotidien des Français, il change pas réellement, quoi. Il y a Alors, toujours une barrière. C'est très intéressant pour moi et c'était important pour moi de t'avoir sur ce sujet-là parce que je sais que tu es complètement déconnecté de la politique, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui te passionne. Donc c'est intéressant d'avoir ton ressenti parce que quelque part ton ressenti, c'est le ressenti de beaucoup de gens. Donc si toi tu nous dis que ton premier ressenti c'est que les politiques pensent à leur ego plus qu'au bien des Français, c'est quelque chose je pense qu'ils devraient prendre en compte tous autant qu'ils sont. Et ce soir donc tu vas pouvoir débattre avec Geoffroy Didier qui est vice-président des Républicains, président délégué de la région Île-de-France. Et on va d'abord recevoir Steve, qui vient des Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Steve. Hello Steve. Oui, bonjour, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Merci de me recevoir pour cette émission. Avec grand plaisir, merci d'être avec nous. C'est gentil. Excusez-moi, je parle un peu avec le nez parce que alors là, je suis un peu pris, donc désolé si à la Il est radio, en train de me couvrir un petit rhume, celui-là. Faut faire des hammams. Alors on a vraiment il vient de vous dire qu'il est juste un petit peu malade. Toi tu nous sors tu crois que c'est ton copain et Laura vous envoyer dans un hammam. Tout va bien dans cette émission. Alors, est-ce que pour vous Steve, on est en train de devenir la risée du monde? Alors, je vais vous dire très franchement, je ne vais pas être vulgaire à l'antenne, mais je vais être singulier. Allez-y. Moi, personnellement, je m'en fous qu'on soit la risée de tout le monde, parce que dans les autres pays, l'herbe n'est pas plus verte dans les autres pays, et croyez-moi, ils ont tous leur casserole. Donc, si je prends un petit peu le CV de Macron avec la baffe de Brigitte, avec etc., mais c'est pas le plus important. Moi, ça me fait pas rire au quotidien ce que je vis, ce qu'on vit, et que peut-être des millions de Français vivent. C'est-à-dire le fait que le Cornu est démissionné, peut-être qu'il a ses bonnes raisons. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Monsieur Geoffroy, votre invité, qui est vice-président des Républicains, c'est ça qui est sur le plateau? Oui, c'est ça, exactement, il va arriver. Bonsoir Steve. Il vient d'arriver d'ailleurs. Bonsoir. Bonsoir Geoffroy Didier. Bonsoir Magali. Bonsoir monsieur. Vous êtes directement en lien direct avec ce qui se passe dans les coulisses en fait. Nous, on a l'information donc sur le journal grâce à Sud Radio. On dit ok, le Cornu a démissionné. Ok, très bien. Mais je vais vous dire que dans le quotidien, à la fois la politique où nous intéressent pas les politiciens et je vais vous dire pourquoi après. Mais quelque part, nous notre quotidien, alors je vais être un peu direct, c'est de remplir le frigo tous les mois.
Donc le Cornu est démissionné, ça émane une crise, et on voit bien qu'il y a une crise politique. Hein. Oui, malheureusement, je dirais, pour mon pays. Moi, les autres, je m'en fous, les autres pays. Ok, c'est bien, c'est mieux, je m'en fous. Mais le Cornu qu'il est démissionné, il y a eu Bayrou, il y a eu Barnier, et alors ça fait quoi, moi, dans mon quotidien? Là où je veux en venir, c'est que les politiques, à un moment donné, il faut que vous soyez cohérents. Cohérent, c'est-à-dire que normalement, et je vais prendre ce point, normalement un politique ne doit pas s'enrichir lorsqu'il fait de la politique. Est-ce que De Gaulle s'est enrichi quand il a fait de la politique? Pour nous, dans notre quotidien, on ne comprend plus ça. Et madame qui était sur le plateau, qui est influenceuse, excusez-moi, j'ai oublié votre prénom. Laura, qui a dit que à un moment donné, on est un peu perdu par rapport à ça. La politique est saine, mais ceux qui font la politique, et que ce soit les politiciennes ou les politiciens, et je prends l'exemple de Anne Hidalgo, vous voyez très bien de quoi je veux parler récemment, ce n'est plus possible. Donc au final, là où je veux en venir, c'est que l'arrivée, je m'en fous, le Cornu, je m'en fous, parce que notre quotidien, c'est compliqué. Nous, on doit être cohérents dans notre entreprise familiale, dans notre fratrie. Il faut que ça tourne. Il faut que ça tombe tous les mois. Et croyez-moi que si jamais on n'était pas cohérent, et si jamais on faisait la moitié du quart de ce que font tous les politiques, peut-être pas tous, eh ben on aurait de sacrées emmerdes. Alors que jamais. Jamais. Monsieur Sarkozy de la Ve République, c'est le seul qui va donner l'exemple, peut-être allant en prison, par exemple. Je dis pas que tout le monde, là où il faut y aller en prison, mais à un moment donné, on fait quoi? Il n'y a plus de cohérence. Donc nous, on se déconnecte de la politique. Alors, merci beaucoup Steve pour votre avis qui nous intéresse. Et Geoffroy Didier va vous répondre. Restez avec nous, Steve, restez avec nous. Et merci d'avoir donné votre avis. Geoffroy Didier, vous êtes avocat, vous êtes politique français, vous allez pouvoir répondre, bien évidemment, à Steve. Vous êtes vice-président des Républicains, vous avez été député européen de 2017 à 2024. Vous êtes président délégué porte-parole de la région Île-de-France. Vous avez beaucoup de casquettes. Sacré palmarès. Geoffroy Didier. Vous êtes connu pour avoir cofondé le courant de la droite forte au sein de l'UMP. Vous êtes engagé sur les sujets du logement, de rénovation urbaine. Vous incarnez une droite attachée à la fois à l'autorité et à la modernité. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce que vient de dire Steve et de ce que vous avez entendu aussi de Laura juste avant? Je comprends parfaitement Steve. Mais je voudrais lui dire une chose, c'est que les hommes politiques et les femmes politiques, c'est pas des êtres humains à part. Moi, je suis comme vous, Steve, citoyen. Comme vous, j'ai un métier, je bosse, je suis avocat. J'ai fait le choix d'ailleurs de ne pas vivre de la politique. Mais en plus de vous, j'ai décidé de prendre du temps pour m'engager pour mon pays, parce que j'estime que de toute façon, si moi je ne fais pas la politique, d'autres en feront et seront peut-être dangereux pour notre pays. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que je comprends parfaitement vos exaspérations et vos aspirations. Je comprends parfaitement qu'à la fin de la journée, la question que vous vous posiez, c'est est-ce que oui ou non je remplis mon frigo? Je me pose la même question. Je suis comme vous. Et je comprends aussi votre exaspération face à certains abus. Mais je vais vous dire une chose, c'est qu'on n'est pas tous pourris. C'est qu'il y a des règles, qu'elles méritent d'être respectées. Il y a ceux qui ne les respectent pas et qui méritent d'être sanctionnés, comme dans n'importe quel délit. Et il y a une immense majorité d'élus par exemple de petites communes rurales qui gagnent quasiment pas leur vie, qui prennent énormément de temps et qui sacrifient parfois leur vie de famille pour s'engager pour leur pays. Et ceux-là, Magali, je voudrais aussi leur rendre hommage. Parce que si je n'écoute que Steve, dont je comprends parfaitement les angoisses et les exaspérations, ça donnera l'impression que tous les hommes politiques sont des pourris. Et je pense l'inverse. Je pense qu'il y a 95% des hommes et des femmes politiques qui sont honnêtes et qu'il y a 5% qui commettent des conneries. Et ceux-là, ils méritent d'être sanctionnés, même durement, parce qu'ils ont évidemment un devoir d'exemplarité. Et je voudrais en fait remettre à l'endroit ce qui a souvent été mis à l'envers et qu'on ne se contente pas d'attaquer les politiques parce que c'est un peu facile. On a en direct Gabriel Attal qui vient de dire à l'instant, au moment où je vous parle, qui a dit comme beaucoup de Français, je ne comprends plus les décisions du président de la République. Il a eu la dissolution et des décisions qui donnent le sentiment d'une forme d'acharnement à vouloir garder la main. C'est Gabriel Attal qui vient de s'exprimer à l'instant au moment où vous parliez, qui a dit ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il dit? S'il le dit, lui, alors qu'il a été Premier ministre d'Emmanuel Macron, c'est bien le signe que des millions de Français pensent la même chose. Et effectivement, on a l'impression qu'Emmanuel Macron s'entête à vouloir garder le pouvoir et à nommer tous ses amis. C'est exactement ce qui fait que nous, les Républicains, on est parti du gouvernement. Parce qu'on a senti, alors qu'on faisait preuve de bonne volonté, qu'on essayait de faire de la stabilité dans le pays, qu'on joue le jeu en disant on est d'accord pour gouverner ensemble en attendant 2027, mais en fait, on s'est rendu compte qu'on avait été floué,
que Sébastien Lecornu, qui avait été envoyé par Emmanuel Macron, avait fait ses petites nominations dans son coin sans se soucier de l'intérêt général ou en tout cas de ce qu'on essaie de faire ensemble, c'est-à-dire faire preuve de bonne volonté. Vous voyez, la politique, c'est comme dans la vie. Comme dans les couples, comme entre amis, il faut se faire confiance. Et la confiance, elle ne se décrète pas, elle se démontre. Et quand il n'y a pas de confiance, on ne peut pas travailler ensemble. Eh bien, je peux vous dire que la politique, on croit toujours que c'est le fruit de stratégies, ça va orchestrées et tout. En fait, c'est très artisanal, c'est fait de chair, d'os, d'hommes et de femmes, d'émotions et pas uniquement de raison. Et à la limite, c'est mieux ainsi. Et donc, nous, on a été floués, on a été trompés, donc on s'est barrés. Vous pensez qu'il est égoïste, Emmanuel Macron ? Non, je ne me permettrai pas de faire des jugements moraux sur qui que ce soit. Emmanuel Macron, moi je le respecte. Je n'ai pas voté pour lui, mais il a été élu. Il est là jusqu'à 2027. J'ai confiance dans les institutions. La seule chose que je voudrais, c'est qu'il respecte les Français. Il a dissous. Les Français ont offert un paysage politique avec un rapport de force qui n'est pas en sa faveur. Donc il ne faut pas qu'il reprenne par la fenêtre ce qu'on lui a enlevé par la porte. C'est juste ça qu'on demande, c'est-à-dire respecter les Français, respecter Steve qui est exaspéré et nous respecter nous aussi qui avons fait preuve de bonne volonté à son égard et qui n'avons pas envie d'être trompés. Alors restez avec nous, on revient tout de suite, on va lancer le débat entre Laura Marat qui est influenceuse, qui est complètement déconnectée de la politique et qui a le sentiment et la sensation que c'est un petit peu le Far West là en politique, que tout le monde pense un petit peu à soi et qu'en ce moment les Français sont abandonnés. C'est ce qu'elle nous disait avant. Et qui va pouvoir débattre de ça avec Geoffroy Didier, vice-président des Républicains, président délégué de la région Île-de-France. Est-ce que la France est en train de devenir la risée du monde ? Restez avec nous sur Sud Radio, Magali Berda. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h29, nous sommes en direct sur Sud Radio, mais je viens de le dire 2 fois là, c'est génial. Comme ça, si vous n'avez pas compris, nous sommes sur Sud Radio. On est ensemble pour un débat très intéressant. Est-ce que nous sommes en train de devenir la risée du monde avec la démission du Premier ministre, Monsieur Lecornu, je crois, qui a fait un record de présence au gouvernement. 13h56, son nouveau gouvernement. C'est incroyable. C'est ouf. Bref, du coup, on va débattre ce soir avec Laura Marat, qui est influenceuse mode, influenceuse beauté, complètement déconnectée de la politique, mais qui est pas complètement, mais un petit peu. Non, qui aimerait s'y intéresser, mais tu non, disais... je m'y intéresse un petit peu parce que normal, ça impacte notre quotidien. Mais c'est vrai que oui, je regarde pas tous les soirs, voilà, la politique, quoi. Mais parce que la manière dont on t'explique les choses aussi n'est pas forcément très simple. Oui. Ça va, mais oui, c'est vrai que tu disais tout à l'heure. Oui, c'est bien de vulgariser en fait avec nous, quoi. Voilà, la politique. Avoir des mots un petit peu plus simples, voilà, à comprendre. Et tu vas débattre ce soir. Je vais essayer. Je pensais jamais débattre sur ça, mais let's go. Elle était très angoissée, Laura, tout à l'heure, avec Geoffroy Didier, qui est donc vice-président des Républicains, président délégué de la région Île-de-France, qui a été un député européen, voilà, très grand monsieur, Geoffroy Didier. T'es pas en face de n'importe qui. Hein. Attention. Ah ouais, attention, c'est quelqu'un. Et j'ai surtout été le témoin privilégié du courage de Magali Berda. Ah, merci. Quand peu de gens étaient à ses côtés et qui a fait preuve d'un immense courage, une belle persévérance et une belle humanité. Donc je profite de ce micro pour lui rendre hommage. C'est beau. Merci beaucoup. Ouais, il a été un des seuls à me soutenir au moment où tout le monde me jetait. C'est très beau ce qui se passe. Non, mais c'est vrai. Non, mais il faut le dire, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant cette pause, c'est que c'est vrai que chez les politiques, et moi j'en témoigne aussi, il y a des humains. Alors il n'y en a pas beaucoup. Moi je suis pas trop ce que vous dites. Hein. Vous dites 95% ouais, 95 et 5%. de gens bien et 5% de... Ouais. Mais il y a de tout dans tout, en vrai. Je suis pas aussi optimiste que vous. Oui, mais Magali, parce qu'il y a tous ceux qui ne sont pas connus. C'est vrai aussi. Tous ceux qui sont sur le terrain. Je vous dis, dans les campagnes, il y a des maires qui sont pas payés, ils sont à ce qu'on appelle à portée de baffe. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'une personne n'est pas contente, quand sa chaudière marche pas, ils vont voir qui ? Ils vont voir le maire. Ouais. Parce que c'est le seul relais qu'ils ont. Et donc, ils considèrent que le maire est censé avoir tous les remèdes. C'est un peu le médecin de campagne. Ouais, c'est peut-être les autres qui sont trop payés. C'est peut-être les autres politiques qui sont trop payés. Et on peut peut-être rééquilibrer. Mais je vous assure que 95% des hommes et des femmes politiques le font par passion, par dévotion, sont souvent très attaqués, notamment sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. Très attaqués, parfois menacés, parfois agressés. Et donc, en fait, j'ai envie de leur rendre hommage. Et puis, surtout, moi, mon but, c'est qu'il reste des hommes et des femmes politiques. Parce que si tout le monde déclare forfait, qui va s'occuper de notre pays ? Personne. Ça va être l'anarchie. Donc, en fait, on a intérêt à redonner ces lettres de noblesse à l'engagement politique. C'est pour ça que je veux vraiment insister sur le fait que l'immense majorité d'entre eux sont honnêtes.
Non, c'est vrai, c'est intéressant ce que vous dites. Et vous, alors, qu'est-ce qui se passe chez les LR depuis hier soir? Est-ce que vous vous préparez plutôt à une élection présidentielle ou une élection législative? Alors, pour Laura, élection présidentielle, c'est on élit le président de la République, et les législatives, c'est on va dissoudre l'Assemblée nationale, voilà, et on va remettre carte sur table pour tous les députés. Okay. Et donc, ils vont tous repartir, tout le monde va repartir aux urnes de toute façon. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, chez les LR? Le président de la République, il est là depuis 2017, il a été réélu en 2022, c'est Emmanuel Macron, il est là jusqu'en 2027, et nous, on est raisonnable, on n'est pas en train de demander son départ, sa démission ou sa destitution. Il a un mandat de 5 ans, jusqu'à 2027. Et après, il y a des députés qui, eux, sont élus lors d'élections législatives. Législatives, ça veut dire loi, parce que eux, ils sont là pour faire la loi. Et les lois, c'est ce qui décide de toute notre vie au quotidien. D'ailleurs, Laura, vous me disiez, moi je connais pas bien la politique. Vous avez même dit à un moment, je ne suis personne. Je ne suis pas d'accord avec vous. Vous êtes quelqu'un. Vous êtes une citoyenne. Et vous n'avez pas plus le droit de vote que moi ou qu'Emmanuel Macron. Et c'est ça qu'il faut que tous ceux qui nous écoutent ce soir comprennent. C'est que, de toute façon, on est tous des hommes et des femmes politiques. On est tous des citoyens qui sont engagés, et si vous ne vous engagez pas, et si vous ne vous intéressez pas à ce qu'on appelle la chose publique, d'autres décideront pour vous. Donc moi, j'ai un profond respect pour chaque citoyen, et j'ai pas plus de respect pour un professionnel de la politique, pour un citoyen qui a choisi de faire autre chose dans la vie, parce que de toute façon, à la fin, dans l'isoloir, c'est-à-dire au moment où le jour où il faut voter, eh ben on est tous d'égal à égal. Et ça, je pense que c'est très important de le rappeler, vous êtes tous des hommes et des femmes politiques. Mais après, il y a des citoyens qui votent et les programmes ne sont pas respectés. Il y a beaucoup de programmes, on leur met plein les yeux aux gens comme nous, etc. Ouais, parce que nous, notre seul pouvoir, c'est voter. Après, c'est pas nous qui décidons les lois, tout ça. En fait, on voit des programmes, on se dit ah ça c'est bien, ça c'est bien. Et après, ça se met jamais. Moi, pour ma part, je vote plus. J'ai voté qu'une fois, je vote plus parce que pour moi, ça sert à rien. Alors, vous avez la possibilité aussi, si la personne ne tient pas ses engagements, de le sanctionner, de le punir et de le chasser à la fois où il veut être réélu. Parce que généralement, ceux qui sont élus, ils veulent être réélus. Mais c'est long, 5 ans, parce que là, si Macron, quelque part, là, donc il reste. Mais ça veut dire que là, tous les mois, jusqu'en 2027, il peut changer de Premier ministre, quoi. Ah ouais. Il peut changer de Premier ministre, même tous les jours, en théorie. Avant Noël, on comptait les week-ends, maintenant on va compter les ministres. Mais le but, le but d'Emmanuel Macron, moi je suis pas là pour l'attaquer. Le but d'Emmanuel Macron, c'est d'avoir une stabilité. C'est de réussir. Enfin, dans la vie, qu'on soit président de la République ou présentateur d'une émission ou avocat ou je ne sais quel autre métier, on a envie de réussir. On a envie de réussir sa vie. Emmanuel Macron, il a envie de faire réussir son pays. Moi, je n'imagine pas un instant qu'il se dise, je vais prendre un Premier ministre tous les jours parce que ça va être le bordel. Je pense que la situation, elle est difficile. Parce que justement, lors des dernières élections législatives, on n'a pas eu une majorité de députés et une minorité, on a eu un éclatement avec plein de partis politiques qui étaient représentés et personne ne pouvait décider au nom des autres parce que personne n'avait la majorité. Quand on se retrouve face à une situation aussi délicate que celle-là, c'est compliqué de mener une politique publique. Donc vous pensez qu'il faut refaire des élections législatives ? Je pense qu'en fait, on n'aura pas d'autre choix. Je ne dis pas que je le souhaite, mais je pense que vu la complexité de la situation, on ne va pas avoir d'autre choix que de dire aux Français, vous retournez ce qu'on appelle aux urnes, c'est-à-dire au vote, et vous déciderez démocratiquement, souverainement, qui sera la majorité, qui sera la minorité. Et au fond, c'est ça, parce que moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est que ce soit les Français qui décident. C'est pas nous qui décidons à leur place. Donc, pardon, vas-y Laura. Ouais, moi, j'ai une question. Mais le fait justement que dans le gouvernement, etc., ce soit un petit peu le chaos, le fait qu'il y ait des démissions, etc. Est-ce que ça, par exemple, ça montre pas forcément, ça montre pas une bonne image aux Français ? On se dit, finalement, si même notre gouvernement, il est pas d'accord entre eux, etc., il y a plein de quoi. Nous, comment on s'en sort, quoi ? Je comprends. Mais en fait, Laura, c'est difficile de se mettre d'accord. Nous, on a décidé de se mettre ensemble provisoirement alors qu'on est issu de partis politiques, c'est-à-dire en fait on a des convictions, des idées différentes, et on a décidé quand même d'éviter le chaos en essayant de travailler ensemble. C'est comme si vous êtes, dans votre famille, vous dites on va essayer de trouver une solution ensemble alors que généralement on n'est pas d'accord entre nous. C'est pas facile. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire ce qu'on appelle des compromis. Le compromis, c'est-à-dire que chacun fait un petit bout de chemin vers l'autre et on essaie de trouver une solution qui est au milieu. Donc, évidemment, personne n'est totalement satisfait, par définition, mais on essaie de trouver une petite voie de passage, un petit chemin qui crée un peu d'espoir. On essaye,
Ça fait 2 ans qu'on essaye. Il y a Bruno Retailleau, par exemple, au ministère de l'Intérieur, qui a accepté de jouer le jeu en intégrant le gouvernement, alors qu'on n'avait pas choisi Macron au départ. Mais pour éviter l'instabilité, le chaos, on tente de trouver des solutions. Parfois, ça marche. Ça a marché quand même pendant de nombreux mois. Parfois, ça casse. Mais je vais vous dire, c'est comme dans les familles, comme dans les couples, comme entre amis. Parfois, on se dispute et puis parfois, on se rabiboche. Mais là, disons que les gens, ce qu'on a l'impression et ce qu'on voit, c'est que les gens se dirigent plutôt vers les extrêmes. Est-ce que vous pensez que d'aller vers les extrêmes, est-ce que c'est possible aujourd'hui, par exemple, si vous avez LFI en face du RN, que chacun fasse des compromis? J'ai pas l'impression qu'ils ont envie de faire des compromis. Hein. Ah non. Mais en fait, parce que le problème du RN et de LFI, même si je suis pas là pour faire de la politique partisane, mais c'est que eux, ils ne cherchent pas à régler les problèmes, ils cherchent à en vivre. C'est-à-dire que leur fonds de commerce, c'est nos problèmes. Il y a des gens qui disent, plus vous avez de problèmes, plus vous allez voter pour moi. Et moi, mon but dans la vie, c'est pas de vivre des problèmes des autres, c'est d'essayer de les régler. Mais c'est 2 natures différentes. Et qu'est-ce qui fait d'ailleurs? Pourquoi on appelle ça un extrême? L'extrême, c'est celui qui ne fait justement jamais de concessions. Jamais de compromis, qui cherche jamais les solutions, qui arrive, qui dit voilà, demain on rase gratis, ça y est, j'ai la solution magique, mais qui en fait ne cherche pas à régler le problème parce qu'il en vit. Et c'est ça qui est grave. C'est pour ça que je pense qu'il faut lutter contre les extrêmes et essayer entre gens raisonnables, de bonne volonté, intelligents, de se mettre d'accord autour de quelques solutions. Donc pour vous, il y a des extrêmes en politique, extrême droite, extrême gauche. Ah bah clairement. Ok. Alors Bien on sûr qu'il y a des reçoit extrêmes. Neil qui est avec nous. Bonsoir Neil. Bonsoir. Vous allez bien? Merci d'être avec nous Neil. Bonsoir Neil. Merci. Il est sur un bateau, Neil. Pas mal. Voilà, Mathias. Non, c'est Neil. Ah pardon Neil. Ah, voilà. Salut Neil. Il est sur la Lune. Neil Armstrong. Exactement. Bonsoir Magali, bonsoir à vos invités. Oui, il se fait les ongles alors, aussi, déjà, non? j'aimerais peut-être dire ce que je pense de la question et du thème de la soirée, qui est: est-ce que la France est devenue la risée du monde? Je trouve ça un peu arrogant comme question et un peu se donner beaucoup d'importance. Et ce qu'on doit voir maintenant, c'est un peu quelles sont les voies de sortie et les solutions. Mais moi, la question que je me pose et à laquelle j'ai du mal à trouver une réponse, c'est comment est-ce que c'est possible que les gens qui soient à la tête de l'État, qui seront brillants, qui sont censés vouloir l'intérêt général de la société, aient pu présenter un gouvernement, constituer un gouvernement sérieux, parler sérieusement avec différents partis politiques, et 12 heures plus tard, seulement 12 heures plus tard, que Le Cornu présente sa démission au président, qu'il l'accepte dans la foulée. Est-ce que c'est pas, enfin, est-ce qu'il y a un calcul politique derrière, auquel cas je ne réussis pas à comprendre ce que ça peut être, ou alors c'est un raté complet, ça veut dire qu'on navigue à vue, et c'est un total manque de respect envers les Français. Enfin, ça fait naître une colère, en fait, si c'est ça. Geoffroy Didier, vous en pensez quoi? Nel, je suis d'accord avec vous, je crois que c'est un raté. Je crois que Macron a pensé qu'il pouvait nommer tout seul, dans son bureau, tous ses amis. Et que ça ne marche pas comme ça, parce qu'il n'a pas gagné les élections législatives, il les a perdues. Donc il est obligé de faire ce qu'on appelle, je vous le dis pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une sorte de cohabitation. Cohabitation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous avez un président, par exemple, de gauche, mais qu'aux élections législatives, les Français décident de prendre une majorité de députés de droite, eh bien le président de gauche est obligé de nommer un gouvernement qui va l'accompagner, mais qui n'est pas d'accord avec ses idées, c'est-à-dire un gouvernement de droite. Donc des ministres de droite. Et des ministres de droite. Ça s'appelle cohabiter, comme on cohabite ensemble dans la vie, quand on est coloc, on cohabite. Bon, et on sait ce que c'est compliqué, mais quand il faut partager la salle de bain et la cuisine, c'est pas simple, mais on arrive quand même à trouver des solutions. Et là, Macron a voulu oublier le fait qu'à la dernière dissolution, c'est-à-dire aux dernières élections législatives qui ont eu lieu en 2024, eh bien, il a perdu les élections. Alors, il aurait pu partir, démissionner. Mais encore une fois, moi, je ne demande pas sa démission. Il est élu jusqu'en 2027. Mais ce qu'il devait faire, c'est partager le pouvoir. Donc, c'est-à-dire nommer des ministres des ministres qui ne pensent pas comme lui. Et là, ce qu'on lui reproche aux Républicains, c'est d'avoir complètement oublié qu'il avait perdu les élections. Et donc, pas suffisamment respecter les Français, en essayant de mettre comme ministre la plupart de ses amis et en faisant revenir quelqu'un qui s'appelle Bruno Le Maire, qui est quand même à l'origine du fait que la dette publique française a augmenté, désolé de ce chiffre parce que ça paraît vertigineux pour tout le monde, mais je le donne quand même pour qu'on soit tous bien informés, qui a fait augmenter la dette publique française, c'est-à-dire notre argent, de 1 000 milliards d'euros depuis 2017.
1000 milliards d'euros, record absolu des pays d'Europe et même quasiment du monde. Bon. Et récompense, il est nommé ministre des Armées. Bah, franchement, comment voulez-vous que les Français s'y retrouvent? Comment voulez-vous que les Républicains s'y retrouvent? Donc on a dit non. Moi j'ai envie de poser une question aussi, vous nous répondrez juste après, restez avec nous. C'est quel rapport aujourd'hui de nommer un ministre, un coup l'économie, un coup les armées? C'est-à-dire on se dit finalement, parce que moi je pense que... Je comprends. Vous voyez, pour nommer un ministre, il faut qu'il ait la compétence de son ministère. Et là on a l'impression qu'en fait ils sont jetés d'un ministère à un autre sans savoir finalement maîtriser les sujets, parce qu'il ne peut pas maîtriser le sujet de l'économie et après maîtriser autant les sujets des armées. Ou alors il y a un problème à un côté. On vous attend sur cette réponse, restez avec nous sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h, on vit pas dans la même France. Sud Radio, parlons. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Bonsoir à tous, il est 20h46 sur Sud Radio. On se retrouve en direct pour débattre d'un sujet très chaud en ce moment. Sommes-nous en train de devenir la risée du monde avec la démission du Premier ministre qui est resté que 13 heures, je crois. 13h56. Merci Mathias, c'était incroyable. Il a fait plus fort que moi et mon ex. Merci Mathias pour cette précision. On reçoit ce soir Laura Mara qui est influenceuse mode beauté, en face de Geoffroy Didier qui est vice-président des Républicains, président délégué de la région Île-de-France. Le choc des cultures, le choc des mondes, on adore ça. C'est tout l'intérêt de cette émission ce soir. Je voulais d'abord remercier Neil pour votre intervention. Merci beaucoup Neil. Neil, vous êtes là? Oui, allô, bonjour. Merci Neil, merci pour votre intervention. On vous souhaite une très belle soirée et restez avec nous. Hein. J'avais peut-être une autre question rapidement. Donc merci pour votre réponse. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est il y a eu donc Michel Barnier, puis Bayrou. Mais est-ce que ce nouveau gouvernement avec le Cornu, il a eu une chance d'aboutir à un moment où depuis le début c'était perdu d'avance, a été calculé? Non, je crois que c'était pas calculé, Nel. Non, c'est juste un raté, quoi. Ils se sont loupés, quoi. Ils font de la merde. C'est comme ça. On est embêtés maintenant. Voilà. Il faut tout refaire. Bah ouais, c'est un problème. C'est pour ça qu'on est tous un peu embêtés là, et je pense que les Français ont besoin d'avoir des explications parce que tout le monde est un peu perdu. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que le plus besoin les Français, avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est d'avoir un peu de stabilité. Donc, et je pense que c'est ça qui angoisse. Déjà qu'on on vit tous dans l'angoisse en ce moment par rapport à plein de problèmes et plein de situations délicates pour tout le monde. Et je pense que c'était la pire des choses qui pouvait arriver aux Français de se retrouver dans une situation où finalement on se dit mais en fait. C'est fatigant, quoi. Merci Neil, merci beaucoup. Passez une bonne soirée. À très vite, au revoir. Ciao. Geoffroy Didier, comment vous pouvez m'expliquer que aujourd'hui on met Bruno Le Maire, donc c'est un bon exemple, on le citait juste avant. J'embrasse Bruno Le Maire, il m'adore. Mon copain, non, il me déteste. On s'aime pas trop, Bruno Le Maire. On n'est pas très copains. On s'est un peu pris la tête, un peu beaucoup même. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Comment on peut nommer Bruno Le Maire, donc qui est ministre de l'économie, qui fait donc une dette de 1000 milliards d'euros, donc ce qui est en record, ce que vous nous avez expliqué juste avant, et puis il réapparaît comme ça du jour au lendemain, ministre des Armées. Pour moi, et je pense pour Laura, tu me dis ce que tu en penses, mais pour nous, un ministre, il est censé savoir, connaître le sujet, savoir de quoi il parle. Et driver un ministère, c'est driver la France quelque part, c'est diriger la France. Comment le gars, il est hyper calé en économie, mais aussi hyper calé dans les armées? Enfin, c'est possible ça? En fait, c'est possible. Ah bon? C'est un génie alors? Non, mais je parle pas de Bruno Le Maire en particulier, qui je crois est quelqu'un de très, très intelligent, mais c'est même pas son intelligence qui est mise en cause. En fait, le politique, il fait de la représentation. C'est-à-dire qu'il y a toute une administration derrière. Il y a des experts qui travaillent, il y a des cabinets, il y a des collaborateurs et tout. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire le service après-vente de la politique voulue par le Premier ministre et le Président de la République sur un thème précis. Mais s'il le fait bien sur un thème précis, il saura bien le faire a priori sur un autre thème précis. Pourquoi ? Parce que quand vous arrivez comme ministre, on vous donne 10 cm de pile de dossiers à vous ingurgiter en 72 heures pour être l'expert politique sur votre question. Et au fond, vous n'avez pas besoin d'aller plus en détail non plus, parce que le but, quand vous êtes ministre, c'est pas d'être... je vous donne un exemple. Si vous prenez que des médecins pour être ministre de la Santé, le problème, c'est que le ministre de la Santé, qui est médecin, il ne sera pas indépendant de ce qu'on appelle le corps médical, c'est-à-dire du lobby des médecins. Et s'il faut prendre une réforme qui va contre l'intérêt de certains médecins, mais qui sont bonnes pour la santé des Français, eh ben, il sera prisonnier
du monde auquel il appartient. Donc c'est pour ça que c'est pas mal d'avoir des hommes et des femmes politiques un peu libres, un peu au-dessus, qui connaissent le sujet ou qui s'informent très rapidement sur un sujet, qui peuvent assurer de la représentation d'une politique sur un sujet sans forcément être dépendants par exemple, pour le médecin, pour la ministère de la Santé, des médecins ou pour des spécificités en fait. Comment ? C'est ça, des spécificités. Oui, des spécificités. Le politique, il doit être un peu au-dessus pour assurer la représentation. Après, ce qui est certain, c'est qu'il y a des ministres plus ou moins compétents. C'est-à-dire qu'il y en a qui connaissent pas grand-chose au sujet et qui, même une fois qu'ils auront ingurgité leurs 10 cm de dossier, seront pas très bons. Il est compétent pour vous, Bruno Le Maire, ou pas ? Non, mais Bruno Le Maire, il est plus ministre depuis tout à l'heure, donc je suis pas là pour l'accabler. Alors, du coup, d'ailleurs, Bruno Le Maire, parlons-en. Bruno Le Maire, il a été une nuit ministre. Il a été ministre 13 heures, comme disait Mathias. Incroyable. 13h56. Depuis ce matin, il n'est plus ministre. Oh là là. Mais comme il n'y a pas encore de ministre pour le remplacer, il est ce qu'on appelle ministre démissionnaire. Et il va toucher 30 000 €. C'est-à-dire qu'en fait, il reste dans son bureau, il continue à bosser pour assurer ce qu'on appelle la continuité de l'État, mais il partira de son bureau et il terminera ses fonctions quand il y aura un nouveau ministre des Armées qui sera désigné. Mais ce qu'on dit là, parce que j'ai dit qu'il touchera 30 000 €, c'est une info que j'ai vue. Et non, ça c'est faux. C'est faux ? Ouais, parce que ça a été relayé partout. Le problème, c'est que tu sais que sur les réseaux sociaux, il y a à boire et à manger. Il y a des fausses infos et il y a des vraies infos. C'est sérieux qui ont donné l'info. Non, il ne gagne pas 30 000 €. Il ne va pas prendre 30 000 € pour... Non, un ministre, il gagne, c'est public, je ne sais plus exactement le chiffre, mais je crois que c'est 10 000 € par mois. Mais là, c'est l'indemnisation du fait qu'il soit plus ministre. Ah non. Il n'a pas d'indemnité pour être venu comme ça une nuit ? Il n'est pas indemnisé ? Non, en revanche... non, parce que s'il prend 30 000 € pour non, mais je crois pas qu'ils soient indemnisés. Je crois que c'est une vraie info. Ce qui se passe, c'est que généralement, quand on a été ministre, et que vu qu'il y a plein d'incompatibilités après, qu'on peut pas partir travailler dans une entreprise parce que comme on a dirigé plein de trucs, c'est compliqué, il y a des incompatibilités, on vous paye quelque chose pour éviter que pendant les 6 mois, vous n'avez pas le droit de travailler ailleurs, et vous puissiez vivre. Oui, mais est-ce que la France avait besoin de ça, du coup, avec la dette déjà ? C'est-à-dire que là, quelque part, on en rajoute une couche. C'est comme une assurance chômage. Oui, d'accord. Voilà. Vous êtes viré de votre entreprise, vous avez une assurance chômage payée par nous. Oui, mais là, c'est une prime. C'est ce que je dis. Non, c'est pas une prime, c'est une assurance chômage. C'est exactement quand vous êtes au chômage. Et là, il est au chômage, en fait, au chômage technique. Ouais. Donc, mais je sais pas, je suis pas sûr, il faudrait vérifier si le fait d'avoir été ministre pendant une nuit et une soirée permet d'avoir le chômage. Mais à la limite, si vous êtes embauché par une entreprise et que le lendemain vous êtes viré, vous avez l'assurance chômage. Donc c'est un peu comme n'importe qui. Non, faut avoir cumulé. Apparemment, le gouvernement éphémère Le Cornu toucheront 10 692 € par mois pendant 3 mois. Donc ça fait plus de 30 000 €. Oui, et c'est une source de TF1. Bon, donc ça veut dire que le simple fait d'avoir été à un moment membre d'un gouvernement, en général, ça ne dure pas une nuit. Oui, mais là, c'est pas une nuit. Mais là, ils ont pris 30 000 balles pour être resté une nuit, quoi. Non, mais franchement, moi, je vais passer la nuit à l'Élysée. Demain, c'est un détournement de la règle. Mais la règle, c'est qu'en général, vous êtes ministre pendant des mois et des mois, voire des années, et qu'à la fin, quand vous êtes viré, on vous donne 3 mois de salaire pour avoir le temps de vous retourner. Oui, c'est ça la règle. Et l'esprit de cette règle. La base, parce que là, vous dites... Alors, moi, ce que je ferais si j'étais Bruno Le Maire... Je les refuserais. Voilà. J'y renoncerais. Bruno Le Maire, justement, si vous nous entendez, allez-vous refuser... Parce qu'il a été ministre, non pas pendant des mois et des années, mais pendant une nuit. Alors, on voudrait savoir si, aujourd'hui, ils vont refuser cette aide-là. Non, parce que c'est abusé. Mais vous comprenez le principe de la règle. Oui, j'ai tout compris. Mais là, c'est abusé pour une nuit. Ils vont toucher 30 000 €. Une nuit, je pense qu'il faut refuser. Les Français n'ont même pas de quoi bouffer. Ça serait vraiment abusé. Et puis même... Non, mais franchement, ça serait la honte. Non, c'est abusé. La honte. Donc, on attend la réponse de Bruno Le Maire s'il nous regarde. Je suis sûre qu'il nous regarde, là, Bruno Le Maire. Je suis sûre qu'il regarde que nous. Non, je rigole. Moi, j'ai une question. Bien sûr, Laurent. C'est qu'à l'échelle mondiale, la France, elle est connue comme un des plus beaux pays du monde. Les étrangers, quand ils parlent de la France, c'est incroyable, etc. Mais en vue du fait que c'est un petit peu le chaos dans le gouvernement, etc. en ce moment, est-ce qu'on perd pas toute crédibilité à l'échelle mondiale, tout simplement ? Mais vous avez raison. Même au niveau de la sécurité, je sais que le taux de tourisme a énormément baissé parce que les gens, quand ils viennent en France, ils se sentent plus autant en sécurité comme avant. Bien sûr. Et quand il y a eu des émeutes, comme il y en a eu plusieurs fois dans les banlieues, sur CNN, sur les chaînes américaines, ils montraient la France avec plein de petits incendies, comme si c'était le chaos. Il n'y avait plus un Américain qui venait parce que les gens avaient peur de venir. Et là, effectivement, beaucoup de touristes étrangers vont se dire, mais dis donc, c'est le bordel en France, il n'y a pas de gouvernement, rien n'est tenu, donc je ne vais pas y aller. Bien sûr, vous avez raison. Mais comment y remédier à tout ça ? Parce que finalement... justement, ce qu'on essaie de faire, c'est de faire preuve de bonne volonté jusqu'à 2027, c'est-à-dire la prochaine élection,
présidentielle. En 2027, on choisira un nouveau président, l'histoire sera plus la même. Mais jusqu'en 2027, et tant qu'Emmanuel Macron n'a pas décidé de démissionner, et je pense qu'il ne démissionnera pas d'ici 2027, on va essayer de se débrouiller pour se mettre ensemble à quelques-uns, alors même qu'on pense pas pareil, pour essayer de trouver des solutions et éviter d'être la risée du monde entier et éviter l'instabilité totale. C'est dommage. Alors, on part tout de suite sur les questions flash and cash. Il nous reste 2 minutes. C'est le moment préféré de nos auditeurs. C'est des questions simples, courtes, réponses claires, courtes, sans tabou et sans filtre. C'est OK ? C'est chaud. Alors, Geoffroy Didier. Et mon jingle, il est où ? On n'a pas le temps. Merci, Les Max. questions flash et Réalisateur de cash. France. Alors, Geoffroy Didier, si les LR arrivent au pouvoir, quel ministère aimeriez-vous avoir ? Logement. Parce que ouais. je pense parce que je trouve que on est tous confrontés à des problèmes de logement et qu'il y a par exemple 600 000 personnes qui, rien qu'en Ile-de-France, dans ma région, c'est-à-dire Paris et la banlieue, attendent un logement social. Et bien ceux-là, je veux faire en sorte qu'ils soient bien logés. Laura Marat, tu es pour ou contre l'interdiction des réseaux sociaux aux ados de moins de 15 ans ? Ouais, pour l'interdiction, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses nocives quand même sur les réseaux sociaux. Ça, faut c'est filtrer. Geoffroy Didier, pensez-vous que les députés, leur attitude à l'Assemblée nationale donne le bon exemple aux Français ? Non, indigne. Laura Marat, si demain tu es plus influenceuse, tu fais quel métier ? J'ai des diplômes, donc je peux rebondir très très vite. Diplôme de quoi ? BTS, licence marketing. Elle est déjà pas sûre de ce diplôme. Non, j'ai un BTS commerce international et une licence marketing et management de luxe. Et j'ai aussi un CAP esthétique. Ah bah ça va alors. Oui. Les métiers manuels, moi, bravo, parce que c'est ceux qui auront toujours du travail. C'est la vérité. Geoffroy Didier, êtes-vous comme Gabriel Attal pour une GPA éthique ou contre comme Emmanuel Macron ? Non, contre. Laura Marat, tu as déjà pensé à quitter la France pour partir vivre à Dubaï ? Oui, c'est vrai, pour la sécurité. Ah, t'as déjà pensé à ça ? Oui. Ok, et ben au moins c'est clair et c'est honnête. Merci à vous deux, on se retrouve demain à 20h tout de suite sur Sud Radio. Vous retrouvez les clés d'une vie avec Jacques Pessis et son invité, la chanteuse et musicienne dont n'oubliez pas les paroles, Magali Ripoll. C'est ma sœur de prénom. Merci à Magali Berda. Merci Geoffroy Didier. Merci Magali. Merci, Laura. Merci d'être Moi aussi venu. j'existe. Merci Mathias. Et bonne soirée sur Sud Radio. On vous retrouve demain pour un sujet évidemment lié au 7 octobre. Demain, triste anniversaire. On vous retrouve demain soir sur Sud Radio. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.